de façon concrète et jusqu'où on peut aller se promener au milieu des cirques. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Juste une petite précision pour les personnes qui sont arrivées donc de l'extérieur du lycée. La sortie se fera par le 7 rue de Provence. Voilà, monsieur. Merci infiniment, monsieur le proviseur. Merci beaucoup de nous accueillir depuis toujours. En fait, c'est grâce à vous et grâce au lycée qu'on peut se réunir des anciens élèves du lycée, réunir des anciens profs. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Il y a tout un clan d'anciens professeurs de physique, donc très féminin, d'ailleurs, un clan très féminin. Merci infiniment à tous les professeurs d'être venus, le fan club d'Antoine Brouez. Et merci aux étudiants, aux élèves du lycée d'être présents parmi nous ce soir. Je vais passer la parole tout de suite à Cédric Defayet. Donc on reste dans notre génération, on était tous les trois à peu près, enfin, au même moment au lycée. Cédric, tu vas présenter plus en détail Antoine. Juste un petit mot, comme toujours, sur l'association. À destination des élèves, pour tous ceux qui sont arrivés à Auch cette année et qui ne nous ont pas encore entendus. Sachez que l'association des anciens de Auch est un réseau formidable de par sa diversité. Il n'y a que des gens brillants qui sortent de Auch, que ce soit en fin de collège, en fin de lycée, en fin de prépa, qui prennent tous des orientations très différentes. C'est ça qui fait la richesse de cette association. Donc bien entendu, après, pour la majorité d'entre vous, vous allez être dans des réseaux puissants qui vont vous servir toute votre vie une fois que vous aurez intégré dans les écoles. Mais n'oubliez pas le réseau du lycée Auch. Sachez que dès lors que vous êtes élève au lycée, vous faites partie de l'association. Donc profitez des conférences, profitez de l'annuaire des anciens. N'hésitez pas à contacter les anciens et rejoignez-nous comme membres au sein de l'association. Voilà, vous avez aussi un site ancien de Auch.org. On essaie de relayer tout ce que fait le lycée, donc de tisser le maximum de liens entre les anciens et le lycée. C'est un espace d'expression à la fois pour les anciens, mais aussi pour les élèves. Donc c'est un des outils qu'on met à votre disposition pour toutes les initiatives que vous mettez en place, et elles sont nombreuses au lycée. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Simplement pour vous dire que notre prochaine conférence sera un thème très différent. On va passer dans l'histoire. Ce sera pour une fois, on va dire, c'est rare. Ce ne sera pas un ancien qui viendra nous parler. Ce sera Michel Zinc, qui est le père d'anciens élèves, qui est professeur au Collège de France et à l'Institut, et qui interviendra sur le Moyen-Âge. Ça aura lieu un mercredi, le 2 décembre. Voilà. Merci de votre attention, et je passe tout de suite la parole à Cédric Defayet, que je remercie infiniment, comme d'habitude, d'avoir organisé cette conférence et d'avoir réussi à nous décrocher un intervenant prestigieux. Merci à ce micro-là. Est-ce que vous m'entendez? Merci Thomas. Donc ce soir, nous accueillons avec plaisir Antoine Brouez. Donc Antoine est un physicien. Alors en première approximation, il y a deux types de physiciens. Il y a ceux qui font des calculs et ceux qui font des expériences. Et Antoine est plutôt de la deuxième catégorie, donc c'est un expérimentateur. Comme Thomas l'a dit, Antoine est un ancien élève du lycée. Il a fait ses classes préparatoires ici il y a quelques années. Et je connais bien Antoine parce qu'on était ensemble en HX3. Voilà. Après la HX3, je savais que j'aurais un petit effet. Donc après la HX3, Antoine a intégré l'école normale supérieure de Cachan, où il a, d'abord il était en PC, ce qui est l'équivalent de PC étoile, à l'époque ça s'appelait P', voilà, les spécialités physiques. Et ensuite il a intégré l'école normale supérieure de Cachan, où il a suivi de brillantes études, puisqu'il a notamment été reçu major à l'agrégation de physique. Après ses études à l'école normale supérieure de Cachan, Antoine a fait une thèse en physique expérimentale, en physique quantique, dans l'équipe du professeur Alain Aspect, donc, qui est un physicien bien connu, dont on parle régulièrement pour le prix Nobel, qui a mené une expérience très, très célèbre en France et à l'étranger. Et ensuite, Antoine est parti en postdoc
après sa thèse donc aux États-Unis, dans l'équipe d'un autre, de quelqu'un qui a eu le prix Nobel, Phillips. Je demandais à Antoine s'il l'avait eu avant ou après qu'Antoine soit passé chez lui. Antoine m'a dit qu'il l'avait eu un petit peu avant. Voilà. Et Antoine ensuite est revenu en France, a été embauché au CNRS, où il est toujours directeur de recherche maintenant. Et également, Antoine enseigne à l'école polytechnique. Donc, Antoine a eu plusieurs prix pour ses travaux, un prix de la Société française de physique, et récemment, l'année dernière, je crois, un prix attribué par la revue La Recherche. Donc, il a sa propre équipe de recherche maintenant, à l'Institut d'optique, qui se trouve non loin d'ici, sur le campus de l'X, l'école polytechnique, enfin, peut-être à la limite, je ne sais pas s'il est vraiment dedans ou dehors, mais en tout cas tout près. Voilà. Et donc, Antoine va nous parler de ses recherches qui concernent la physique quantique. Donc, je vais laisser la parole à Antoine. Je vous remercie. Bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. C'est un exercice qui est un exercice toujours très difficile pour un scientifique d'intervenir dans un milieu où il n'y a pas d'experts du domaine. D'habitude, on donne une petite vingtaine de conférences chaque année. Il peut y avoir ce genre d'assistance, voire plus, voire moins. En général, les gens regardent leur ordinateur portable pendant que vous parlez, donc c'est pas trop stressant. Mais là, vous êtes venus pour écouter et essayer d'apprendre quelque chose différent des conférences scientifiques. Et donc, je vais faire pas mal d'efforts pour essayer de vous introduire à ce monde bizarre de la physique quantique. Je suis particulièrement heureux de voir qu'il y a dans l'assistance deux personnes qui ont beaucoup compté dans mes études, Dominique Rosier et Monique Torf, qui étaient les profs en sup et en spé, parce que les profs, ça peut avoir une influence pour votre carrière. Si je suis physicien aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont détecté que malgré mes tares en mathématiques, il y avait peut-être quelque chose à faire quand même du côté de la physique, donc je les poussais régulièrement. Donc ça compte vraiment. Merci beaucoup du soutien que vous m'avez apporté pendant les 2 années que j'ai passées au lycée. Alors, ce dont je vais vous parler, vous m'entendez avec le micro? Parce que je le colle déjà. Je le colle. Donc je vais essayer de le coller. Il faut que je recommence complètement. Non. On va dire que non. Alors, les recherches dont je vais vous parler, ce sont donc des recherches que je mène donc à l'Institut d'optique, donc entouré d'une équipe d'une dizaine de chercheurs, et qui sont d'essayer de manipuler, de contrôler l'état quantique d'un très petit nombre d'atomes. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et je vais commencer par le point de vue d'un des pères fondateurs de la physique quantique. Vous avez probablement tous entendu son nom à un moment ou à un autre. Donc c'est Erwin Schrödinger. Ça fait partie des 10 grands noms de la physique du début du XXe siècle, qui affirmait en 1950. Donc en 1950, on est 30 ans après la découverte, enfin la fabrication en quelque sorte par des théoriciens de la théorie quantique. Et en 1950, donc 30 ans après, il affirme « Nous ne faisons jamais d'expérience avec juste un électron, un atome ou une molécule, dans des expériences de pensée. » Donc ça, c'est des expériences pour la deuxième catégorie de physiciens, c'est-à-dire ceux qui font les calculs. On suppose parfois que nous le faisons, et ceci conduit invariablement à des conséquences ridicules. Donc si je dis ça, c'est pas pour ridiculiser Erwin Schrödinger, évidemment, c'est juste pour vous donner l'état d'esprit de quelqu'un qui avait construit cette théorie quantique, qui avait du mal à s'y habituer quand même, et on a toujours du mal à s'y habituer même maintenant, et pour vous montrer que ça a un peu évolué quand même. La physique est une science qui bouge, elle n'est pas figée depuis 1930, il se passe en permanence des choses, et 60 ans plus tard, vous avez peut-être entendu, donc c'était en 2012, il y a eu 2 physiciens, dont un français, Serge Haroche, qui ont reçu le prix Nobel pour précisément avoir développé des méthodes expérimentales permettant de mesurer et de manipuler des systèmes quantiques individuels. Voilà, donc nous on s'inscrit dans cette lignée-là, et je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on fait en pratique pour manipuler des atomes. Alors, la partie difficile, c'est celle qui consiste à avoir devant soi une audience qui est éventuellement avec des niveaux un peu hétérogènes, donc n'hésitez pas, si j'emploie du jargon, c'est la grosse difficulté des experts, et Pasteur Jean utilisait des jargons, à lever la main en disant « ça je ne sais pas ce que c'est, dites-moi ». Donc, on va commencer simple en disant « qu'est-ce que l'on va essayer de dompter ?» Donc les bêtes qu'on va dompter avec nos lasers, ce sont des atomes. Donc ça, normalement, vous êtes plus ou moins familier avec l'idée, donc c'est représenté ici sous la forme d'une échelle de taille. Donc je commence avec une échelle macroscopique, celle de la vie de tous les jours, les grains de sel, à peu près 1 mm,
Et puis je vais diviser par 1000 la taille. On atteint une autre échelle qui est celle des microbes, donc ça c'est plutôt celle qu'étudient les biologistes, qui peuvent voir avec des microscopes optiques, donc ils peuvent voir par exemple des bactéries ici. Et je divise encore par 10 000 la taille et j'atteins la taille d'un atome. Donc typiquement un angstrom. L'angstrom est maintenant banni, donc c'est 0,1 nanomètre. Et vous savez tous qu'un atome, c'est essentiellement un empilement d'une charge électrique qui constitue un noyau, et puis des électrons qui tournent autour. Voilà, je vais en dire un peu plus au fur et à mesure, mais voilà la taille et l'échelle des systèmes que l'on va manipuler. D'accord ? Donc très éloigné de notre monde, bien sûr, macroscopique. Alors, des atomes, il y en a bien sûr beaucoup. Vous connaissez tous la classification de Mendeleïev, qui date de la fin du 19e siècle. Cette classification fait apparaître un certain ordre que la physique quantique a fini par comprendre et justifier. Je ne vais pas vous en dire beaucoup sur comment est-ce qu'on passe de la physique quantique à l'ordre du tableau de Mendeleïev, mais en gros, l'idée de base, qui est vraiment l'idée forte, c'est que les électrons autour du noyau se répartissent en couches. Alors, je vais prendre le cas particulier d'un atome qui est celui qu'on manipule au laboratoire, qui est un atome dit de rubidium. Alors, c'est juste un nom un peu barbare. En gros, c'est un peu la même chose que le sel de cuisine. Donc, vous avez le sodium, par exemple, ici. Bon, bah, vous descendez la première colonne, vous avez le rubidium. Ça se présente sous forme d'un métal argenté qui fond à 37 degrés. Et puis, nous, on va l'utiliser en le chauffant. Donc, on obtient une vapeur. Et c'est les atomes de cette vapeur qu'on va aller piéger. Alors, du point de vue de ce modèle en couche des atomes, voici ici une représentation. Il y a le noyau qui possède 37 charges positives, et puis autour, il y a 37 électrons qui tournent autour du noyau. Alors, deuxième chose importante qu'il faut que je vous dise, on va beaucoup parler d'interaction entre les atomes et la lumière. Donc ça aussi, c'est quelque chose avec lequel vous êtes un peu familier en tout cas. Prenez par exemple une vapeur d'atomes. Ici, les atomes, ça peut être par exemple de l'azote, c'est la première colonne, de l'hélium, du fer, du calcium, donc des vapeurs atomiques qu'on chauffe, et on étudie la lumière émise par ces vapeurs. Pour l'étudier, on la fait passer par un prisme, c'est-à-dire un système qui décompose la lumière, et vous savez sans doute que ce que l'on observe, ce sont des raies atomiques. C'est-à-dire que le système n'émet pas des longueurs d'onde complètement aléatoires, mais à des fréquences, en fait, ou des longueurs d'onde, à des couleurs bien déterminées. Alors à quoi est-ce que ça correspond, ça ? Vous savez aussi sans doute que un des résultats de la théorie quantique, que vous n'avez donc pas appris encore, mais c'est pas grave, le résultat, lui, vous le connaissez, c'est que les atomes ne peuvent se situer que dans des niveaux d'énergie bien déterminés. Il faut imaginer un atome comme essentiellement un bâtiment, avec des étages qui auraient tous des hauteurs un peu différentes. Et vous pouvez pas être à un demi-étage, vous êtes forcément sur le premier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Simplement, la hauteur des étages n'est pas exactement la même. Alors, à quoi correspondent ces différents étages ? Si je relis ça au modèle en couche que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'étage du bas correspond à l'électron qui est dans son état fondamental, c'est-à-dire l'état le plus proche du noyau. L'état n égale 2, premier état excité, correspond à un électron sur la deuxième couche, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ça, cette idée qu'il faut garder en tête, la plupart d'entre vous l'avez déjà, et qui va nous permettre de comprendre à peu près tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, le fouet avec lesquels on va dompter les atomes, ce sont des lasers. Alors les lasers, c'est vraiment ce que je suis en train de tenir dans ma main, et je ne sais pas vous éblouir avec, c'est un pointeur laser, enfin, bon, c'est des lasers un tout petit peu plus chers qu'on a au laboratoire, mais qui émettent en gros la même puissance, donc typiquement une dizaine ou une centaine de milliwatts. Celui-ci, normalement, c'est 5 milliwatts, pour précisément pas perforer l'œil de l'auditoire, enfin, les yeux des auditoires. Qu'est-ce qu'on va faire avec ? On va piéger les atomes, on va les refroidir, on va les voir au sens le plus littéral de ce que veut dire voir, et puis on va aussi les manipuler. Donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer au cours de cette présentation. Alors avant, il faut que je revienne sur quelque chose que vous savez aussi sans doute, c'est qu'il faut que je vous décrive un petit peu plus en détail ce pointeur laser, ou cette lumière laser. Vous savez qu'il y a deux points de vue quand on veut décrire la lumière, qui sont des points de vue qui ne sont pas exclusifs, la théorie quantique nous le dit, alors que dans notre monde classique, ils ont l'air exclusifs. Premier point de vue, c'est celui qui consiste à dire que la lumière, c'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire un champ électrique qui se propage dans l'espace, c'est-à-dire une vibration du vide en quelque sorte, un champ électrique qui se propage. La distance entre deux nœuds de cette onde, ou deux ventres, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Dans le domaine optique, typiquement, c'est 1/2 micromètre de taille. Et puis la fréquence à laquelle cette onde oscille, c'est typiquement 1 million de milliards de Hertz, hein, donc 10 puissance 15 Hertz, à peu près. Voilà, ça c'est pour les transitions.
Ça, c'est la première image qu'avait développée, alors il ne connaissait pas le laser au 19e siècle, mais c'est en tout cas comme ça qu'il décrivait la lumière sous forme d'ondes électromagnétiques. Ce sont les équations de Maxwell pour ceux auxquels ça dit quelque chose. Deuxième point de vue qui est apparu en fait assez rapidement après et qui a été introduit par Einstein, c'est le point de vue qui consiste à dire qu'en fait la lumière, et en particulier le laser, qui en plus a le principe, possède la propriété d'être directif, est constitué d'un flux de particules qui se propagent dans le cas du laser tous dans la même direction, et chacune de ces particules, qu'on appelle donc le photon, a une énergie qui est reliée directement à la fréquence, c'est-à-dire à la couleur de l'onde, grâce à la relation que l'énergie c'est H fois nu. H c'est juste une constante qui se trouve être une constante universelle qu'on appelle la constante de Planck. C'est une constante extrêmement petite dans les unités ad hoc. On n'a pas du tout besoin, pour ce que je vais vous raconter aujourd'hui, de savoir quelle est sa valeur, ni pourquoi elle est là. Enfin, en gros, l'énergie, c'est la même chose que la fréquence pour des particules. Alors, ce qui va suivre est probablement la partie la plus difficile de l'exposer, mais autant que vous la preniez à la figure dès le début, c'est on va rentrer dans le monde quantique et essayer de voir pourquoi est-ce que Schrödinger pensait que les conséquences de faire de la physique quantique avec une seule particule sont ridicules. Donc je ne vais pas pouvoir évidemment en 10 minutes faire le tour d'horizon de la physique quantique, qui est comme une théorie qu'on apprend avec souvent beaucoup de difficultés au bout de pas mal d'années sur les bancs d'université et dans les écoles. Mais je pense qu'on peut résumer l'essentiel des idées quantiques de la façon suivante. Un objet quantique, et pour nous un objet quantique ça pourrait être un électron, un atome, vraiment une particule telle que les particules élémentaires, peut être dans plusieurs états à la fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on va prendre deux exemples essentiellement. Le premier exemple, c'est que je vais prendre une expérience qu'a réalisée en fait Alain Aspect et Philippe Grangy à l'Institut d'optique pour la première fois en 1986. Ils ont pris un seul photon, et ce photon individuel, unique, ils l'ont envoyé dans un système qu'on appelle un interféromètre. Alors un interféromètre, c'est rien d'autre qu'un dispositif optique qui sépare de la lumière laser, par exemple, en deux. Soit la lumière peut être transmise, soit elle est réfléchie. Et ensuite, on la recombine et on regarde derrière avec un détecteur qui peut compter les photons. Ça, c'est la particularité du détecteur qu'on a parce qu'ils utilisaient des photons individuels. Et ils peuvent faire varier la longueur relative d'un bras par rapport à l'autre. Voilà le résultat de l'expérience. Le résultat de l'expérience, c'est qu'ils comptent pour une différence, ce qu'on appelle la différence de marche, c'est-à-dire la différence de longueur entre les deux bras. Ils comptent le nombre de clics, c'est-à-dire le nombre de photons qu'ils reçoivent, par exemple, sur ce détecteur, pour un certain temps. S'il y a très peu de photons qui sont intervenus et qui sont entrés dans l'interféromètre, ils constatent une répartition plus ou moins aléatoire des coups en fonction de la différence de longueur entre les deux chemins. Si au contraire ils augmentent le nombre de photons, ils voient apparaître une structure qui oscille en fonction de la longueur entre les deux bras, la différence de longueur entre les deux bras. Alors cette structure, pour ceux qui savent ce que c'est, ce sont des interférences. Pour ceux qui ne savent pas, ça n'a aucune importance. Il faut juste que vous sachiez qu'on n'a jamais réussi à expliquer cette structure autrement qu'en disant que le photon, tout seul, est arrivé sur la lame et il s'est coupé en deux, et il est venu se recombiner sur la lame ici. Et en fonction de la différence de chemin, de la différence de longueur entre ces deux bras, il se recombine plus ou moins bien suivant ce chemin-là ou suivant ce chemin. Donc ça, c'est le premier aspect bizarre de la physique quantique. Quand vous envoyez un seul photon dans un tel dispositif, ce photon se coupe en deux, et à la fin, il se recombine, et il donne ce genre de comportement bizarre. Donc une particule peut être dans deux états à la fois, qui sont les deux chemins que je décris ici. Alors, bon, à la limite, pourquoi pas. Le seul problème, c'est que Alain Aspect et Philippe Grangy, comme beaucoup d'autres physiciens, ont fait une autre expérience où maintenant ils ont modifié le schéma expérimental pour le rendre en fait plus simple. Et ils se sont posé la question, bon, le photon se coupe en deux, donc je dois pouvoir, si je mets deux détecteurs, voir un clic là et un clic là, si vraiment le photon s'est coupé en deux. Évidemment, la réponse est non, on n'observe jamais deux clics simultanés. Le photon, il va aller soit là, mais jamais sur les deux à la fois. Or pourtant, si vous voulez expliquer ce qui se passe dans l'expérience qui précède, vous êtes obligé de supposer qu'il s'est coupé en deux. Donc c'est comme si le photon sentait à l'avance qu'il allait devoir donner des interférences ou pas. C'est-à-dire qu'il allait falloir qu'il se coupe en deux en fonction du fait que vous avez refermé ou pas l'interféromètre. Voilà. Donc ça, c'est un effet quand même assez contradictoire, mais alors, ça ne s'arrête pas là.
Le problème, c'est qu'en plus, si on envoie 2 photons préparés exactement de la même manière dans ce dispositif-là, vous avez soit le détecteur 1, soit le détecteur 2 qui clique, ça c'est ce qu'on vient de voir. En gros, le photon ne peut pas se couper en deux, c'est l'inverse de la conclusion de l'expérience précédente. Et pourtant, vous êtes incapable de savoir sur lequel détecteur, a priori, vous allez avoir le clic. Donc c'est la nature complètement probabiliste de la physique quantique, et donc le dernier aspect très bizarre de cette théorie. Donc j'essaie de résumer. Donc là, normalement, vous devriez être complètement perdu, c'est normal, c'est fait pour. Donc l'erreur à ne pas commettre à ce stade-là, c'est d'essayer de comprendre. Vous acceptez ça comme des règles du jeu. Alors, je ne dis pas que, évidemment, il ne faut pas essayer de comprendre plus tard, mais quand vous serez sorti de la salle, sinon vous n'allez pas comprendre la suite. D'accord ? Donc là, vous acceptez ça comme des règles du jeu. Les gens sont toujours en train de s'étriller, personne ne comprend pourquoi c'est comme ça. C'est juste qu'on n'a jamais réussi à construire une théorie qui n'était pas celle-ci, qui permettait d'expliquer les 2 expériences que je viens de vous montrer. Alors, donc, si on résume, enfin, avant de résumer, je vais passer à un deuxième exemple, qui est celui qui va nous intéresser. Je vous ai dit, un système quantique peut être dans 2 états à la fois. Donc, ça veut dire en particulier que je peux trouver un atome pour lequel l'électron est à la fois dans l'orbite proche du noyau ou dans l'orbite éloignée du noyau. C'est évidemment, classiquement, il ne peut pas, il est soit dans l'un, soit dans l'autre, mais en physique quantique, il est capable d'être dans une superposition des deux, et je vous montrerai au laboratoire qu'on crée ces superpositions. En physique, en utilisant cette image des niveaux d'énergie, ce que ça veut dire, c'est qu'encore une fois, l'atome est dans cet état fondamental ou dans l'état excité, et il y est simultanément dans ces 2 états. Ou l'un ou l'autre, c'est et l'état 1 et l'état 2. Donc une espèce de logique binaire complètement bizarre. Ceci dit, quand on fait une mesure et qu'on demande à l'atome dans quel état es-tu, l'atome répond de manière pour le coup binaire. Il dit moi je suis dans l'état du bas ou je suis dans l'état du haut. Et pareil que tout à l'heure, il n'y a pas moyen de savoir a priori dans quel état il va être avant de faire la mesure. Donc si on résume ces idées, il y a 3 idées importantes qui sont les conséquences ridicules invoquées par Schrödinger. La première, c'est un objet quantique peut être dans 2 états à la fois. Ce qui est impossible dans notre monde classique. L'électron est soit là, mais il n'est pas aux 2 endroits à la fois. La voiture, elle est soit sur le parking d'entrée, là, soit dans le boulevard de la Reine, mais elle n'est pas dans les 2 à la fois. En physique quantique, si. L'électron, il peut. Quand on fait une mesure, on obtient par contre une seule réponse, qui est, elle est boulevard de la Reine, elle est sur le parking du lycée. Et avant même d'avoir fait la mesure, vous n'avez aucun moyen de savoir lequel des 2 résultats vous allez obtenir. Donc ça, c'est la nature probabiliste de la théorie qui a été construite. Alors évidemment, Schrödinger a poussé le ridicule un peu plus loin. Il a dit, et j'ai déjà plus ou moins mentionné ça avec l'histoire de la voiture, que si tout objet quantique, si tout objet est quantique, c'est-à-dire si la physique quantique est la théorie qui décrit le monde et qui doit s'appliquer à tous les objets, normalement, tous les objets macroscopiques devraient aussi être dans 2 positions à la fois. Donc je devrais pouvoir être ici et en même temps à l'entrée. Évidemment, c'est absurde, les personnes ne l'ont jamais vu. Et je vais revenir sur ça, parce qu'en fait, ça reste une question ouverte, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc ça, c'est une des conséquences ridicules de Schrödinger. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer comment, au laboratoire, on met ça en pratique, et puis également à quoi ça peut bien servir. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous décrire une première expérience, qui est la toute première expérience où un physicien a isolé une seule particule. Cette particule, c'est un électron. Et celui qui a fait la manipulation, c'est le monsieur en haut à gauche, là, qui s'appelle Hans Demet, qui est un physicien allemand, mais qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, à l'université de Washington, mais le Washington de la côte ouest, vous savez, du Canada. Donc en 1973, donc la plupart d'entre vous n'étiez même pas à l'état de projet, mais moi, c'est déjà né, voilà, il a publié un article qui s'appelle le Mono-Electron Oscillator, c'est-à-dire en fait un oscillateur où il y a un seul électron. Alors, il faut quand même que je vous dise un mot sur ce que le physicien va appeler piéger une particule. Alors là, pour le coup, c'est à peu près la même chose que ce qu'on entend dans notre monde classique. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez vraiment imaginer un piège à particules, que ce soit les atomes dont vous parlez tout à l'heure, ou les électrons dont vous parlez ici, comme un bol, le même que celui que vous utilisez au petit déjeuner, là, donc vous mettez du café ou du thé. Et à l'intérieur, vous devez concevoir la particule comme juste une bille classique qui roule au fond. Alors simplement, en physique, vous savez que vous ne pouvez en général pas geler complètement le mouvement des atomes, donc ça veut dire que cette particule, elle a quand même en permanence une énergie résiduelle. Et donc,
Une condition que doit satisfaire l'expérimentateur pour pouvoir réaliser l'expérience et réaliser le piégeage, c'est que vous devez faire en sorte que l'énergie résiduelle de l'atome, ou de l'électron présent, doit être inférieure à la profondeur du piège. Alors, comment est-ce que Dement a fait pour créer un bol électromagnétique? Donc évidemment, il n'y a pas de paroi matérielle. L'électron, pour le coup, n'est pas une petite bille en train d'osciller dans un bol. C'est vraiment, il crée une configuration de champ magnétique qui présente un minimum d'énergie potentielle. Qu'est-ce qu'il utilise? Le fait qu'un électron est une particule chargée, elle possède une charge Q, et vous savez, la plupart d'entre vous, je pense, savent, que dans ce cas-là, la particule subit la force de Lorentz, qui est que si vous combinez correctement des champs électriques et des champs magnétiques, vous devez pouvoir créer une zone de l'espace où la particule va posséder un minimum de potentiel. Ça réalise exactement ça. Alors comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Ce sont des électrodes, donc en général en cuivre, qu'on a mis en forme avec une géométrie bien déterminée. On applique des potentiels là-dessus, on applique des champs magnétiques, et à la fin, vous avez des particules qu'on peut piéger là-dedans. Donc le premier signal, celui qu'on trouve dans le papier de Dement, c'est celui-ci. Donc Dement a rempli son piège avec beaucoup d'électrons. Je ne vais pas vous dire exactement comment il fait ça, mais enfin, il a été capable de remplir avec beaucoup d'électrons qu'il avait au préalable arrachés d'un certain nombre d'atomes. Voilà, donc là-dedans, il y a une petite dizaine d'électrons qui sont piégés. Et puis ce qu'il fait, c'est qu'il gigote un petit peu le piège, de telle sorte qu'il fait chauffer un certain nombre de ces particules. Et à chaque fois que ça chauffe, il observe son signal qui compte le nombre de particules contenues dans le bol, et il observe des sauts comme ça. Et le saut correspond à chaque fois à un électron qui sort. Et juste avant qu'ils soient tous sortis, vous voyez qu'il y a un plateau qui dure ici, donc ça c'est 100 secondes, donc typiquement il dure plusieurs minutes le plateau, pendant lesquels il a réussi à piéger un et un seul électron. Alors ça c'est le résultat de cet article-là. En fait, Dement, sur les mesures que je vais vous montrer maintenant, il a réussi à piéger son électron